What is that? Déjeuner. Petite pause, second petit déjeuner avec Gérard Menu. Voilà, alors je vous ai invité à venir aujourd'hui pour qu'on parle pour qu'on parle d'anthropologie de la maladie. C'est à la fois un champ de recherche, enfin un champ de l'anthropologie, mais aussi le nom d'un bouquin. On va surtout parler du bouquin, même si le bouquin, ça va être le support d'autres choses en fait, hein, si on veut parler d'actualité. J'ai pas vraiment étudié de ce point de vue-là l'actualité du Covid-19, le coronavirus, le confinement et tout ce qui se passe, mais ça pourrait être un débat intéressant si vous voulez à l'ouverture, à la fin de ce pseudo-cours. Et entre guillemets, avec les armes intellectuelles qu'on va se faire pendant justement. Bon, on va pas faire tout le bouquin, hein, mais parce qu'il est gros, c'est un gros bouquin. C'est du condensé, voilà. Vous savez qui est François Laplantine. François Laplantine, lui, et monsieur Jean-Baptiste Martin étaient les créateurs donc du CREA. C'est l'ancien laboratoire d'anthropologie de Lyon 2 qui a donné naissance en fait au département de Lyon 2 aussi. On va voir le début surtout du bouquin. On va quand même regarder le sommaire et en général voir de quoi il parle. Et ça va permettre de créer une pensée aussi pour l'actualité. Tout ça nous mène donc à des anthropologies qui créent des catégories, qui créent des modèles, qui essayent de théoriser le plus possible des champs en fait anthropologiques. Donc anthropologie de la maladie, étude ethnologique des systèmes de représentation étiologique et thérapeutique dans la société occidentale contemporaine. Alors, ça, c'est de l'anthropologie aussi, hein. On définit les choses parce qu'il y a des sens communs, des mots. Il y a des mots qu'on n'a jamais lus, qu'on ne savait même pas qu'ils existaient. Donc, c'est important de les redéfinir. Voilà, c'est pas que de la vulgarisation, hein, ça fait partie du boulot. Donc, des systèmes de représentation étiologique. Alors, première fois que j'ai lu ce bouquin, je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire étiologie. Donc, l'étiologie, c'est la capacité à faire des diagnostics, en fait. Donc, là, vous avez étiologique et thérapeutique. Donc, si on veut définir l'un et l'autre, donc l'étiologie, c'est le diagnostic, le thérapeutique, c'est agir donc avec le patient, c'est commencer justement une certaine médecine. Système de représentation, alors c'est intéressant aussi parce que on parle de système de représentation étiologique. Pourquoi? Je le mets un peu en conclusion, je reviendrai dessus justement à la fin, mais l'étiologie et donc la façon de faire un diagnostic, elle est assez subjective finalement. Les médecines essaient d'être objectifs avec leurs moyens d'analyse justement, diagnostic, mais vous avez plusieurs thérapeutiques qui existent dans le monde, vous avez plusieurs médecines aussi, faire attention avec le mot médecine. Une médecine comprend justement la notion d'étiologie, comprend une facette de diagnostic, et pas toutes les thérapeutiques vont faire un diagnostic. Alors pourquoi un système de représentation se représenter? C'est se représenter une réalité. Ça dépend de la médecine, encore une fois, ça dépend de votre... Alors aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'école de médecine parce que il y a une médecine, il y a une biomédecine qui s'est généralisée justement à tous les pays du monde, hein. La Chine aussi, je prends la Chine parce qu'on parle souvent de la médecine traditionnelle chinoise, que je connais un peu de par mes terrains, et pas seulement. Et donc oui, même en Chine, hein, la population chinoise a tendance à aller vers la médecine que Laplantine appelle ontologique. En gros, c'est la médecine générale, c'est la médecine qu'on a dans les hôpitaux, quoi. Et c'est celle qu'on entend le plus parler en ce moment, justement, par rapport au virus. Et en fait, tout ça, ce sont des postulats quand même. Donc système de représentation étiologique.
Je pourrais vous parler un peu de la façon dont les Chinois font en médecine traditionnelle chinoise des diagnostics. Et vous verrez que je pense que vous comprendrez beaucoup plus facilement pourquoi on peut parler de représentation. Et à ce moment-là, on peut parler de métaphysique, on peut parler de croyances, etc. La société occidentale contemporaine, bon bah ça, contemporaine des années 80 maintenant, hein, en tout cas de quand le livre a été écrit. Qu'est-ce qu'on fait en premier quand on prend un livre? On va à la table des matières. Voilà, je pense que vous le savez tous, mais je le répète. Je vais le faire avec vous parce que je trouve que ça donne une vision d'ensemble du livre. Donc ici, préface, bien sûr, première partie, questions de méthode. Donc les objectifs du livre, les sources de notre enquête, la construction des modèles. Aujourd'hui, on va surtout regarder la construction des modèles. Et ça sera après la table des matières. La deuxième partie, les formes élémentaires de la maladie, les modèles étiologiques. Alors, ça, c'est une partie qui m'a beaucoup intéressé quand je travaillais justement sur des thérapeutiques dites alternatives à la médecine générale, donc les médecines douces, les médecines qu'on dit aussi parallèles, etc. Modèle ontologique et modèle relationnel ou fonctionnel. Alors, je vous le fais un petit résumé. Donc l'ontologique, philosciences.com, c'est là où j'ai eu cette définition que je trouvais pas mal pour pouvoir comprendre le mot. Donc l'ontologie concerne ce qui existe, mais on doit distinguer deux modes d'existence. Une existence empirique, celle de la réalité factuelle, phénoménale, les faits empiriques produits par notre expérience, une expérience en soi, celle que l'on suppose au-delà de notre expérience et dont les faits sont la manifestation. D'une manière générale, l'ontologie se prononce sur la nature et la distribution de ce qui existe dans le monde. Autrement dit, elle concerne la désignation et de la réalité empirique et surtout la conceptualisation du réel en soi. L'ontologie vise plutôt ce second aspect car la réalité est d'abord connue par les savoirs empiriques. Donc, premier mode d'existence empirique est relatif à notre expérience et le second mode d'existence ontologique est supposé par une conceptualisation à partir du premier. Si bien qu'on ne peut légitimement se prononcer directement sur le réel en soi, puisqu'il ne nous apparaît que selon le mode d'existence factuel et empirique. Il faut donc nécessairement passer par l'intermédiaire des savoirs empiriques solides et vérifiés, c'est-à-dire scientifiques, pour connaître de manière pertinente ce qui existe indépendamment. Donc vous avez compris, la médecine ontologique, c'est la médecine dite scientifique. C'est la médecine qui démarre justement depuis la biomédecine avec Pasteur. Donc ontologique, modèle relationnel. Le modèle relationnel, c'est une autre école de médecine, une école de pensée médicale qui se développait avant que Pasteur débarque en fait avec ses appareils de recherche, donc le microscope surtout, qui a révolutionné l'approche visuelle microbienne en fait, et donc qui a rendu la médecine beaucoup plus une discipline presque de science dure, là où avant, entre guillemets, avant Pasteur, ça restait une discipline de relation. En tout cas, le diagnostic et la relation médecin-patient étaient plus prononcés. Modèle exogène, modèle endogène. On est toujours dans de l'étiologie, d'accord ? L'étiologie, donc le diagnostic, ça veut dire d'où vient le problème. Et donc le modèle exogène, exo, vous comprenez, endo, exo. Exo, c'est à l'extérieur, endo, c'est à l'intérieur. Ce sont des... Alors ça reste très théorique. Il n'y a aucune maladie qui ait des sources exogènes totales, comme il n'y a aucune maladie qui aurait des sources endogènes totales. C'est très stigmatisant en fait de dire que telle ou telle maladie vient de l'exogène ou vient de l'endogène. Donc l'exogène, c'est considérer le milieu. Le milieu, c'est là où on évolue. Par exemple, là, Covid-19, on nous dit qu'il ne faut pas sortir. Voilà, on est en confinement parce qu'on considère que l'étiologie, l'origine de la maladie, vient de l'extérieur. Donc on va la choper, quoi. Quelqu'un vous éternue dessus, quelqu'un qui l'a, il vous le donne. Donc ça, on voit aujourd'hui qu'on est dans des mesures de lecture de la maladie de ce virus beaucoup plus exogènes qu'endogènes. Malgré tout, donc l'endogène, c'est le terrain. Donc le terrain, c'est quoi ? C'est le corps. Le terrain, ce sont les autres caractéristiques du corps qui font qu'on va l'attraper ou pas. Alors, il y a quand même une dimension endogène,
dans le coronavirus en ce moment, c'est qui attrape le coronavirus. Ce sont des gens affaiblis par d'autres maladies ou des gens âgés. Ce ne sont pas des enfants, la majeure partie du temps, et je crois qu'il y a eu très très peu de cas chez les enfants, et même si les enfants l'attrapent, ils ne déclarent pas vraiment de symptômes. Donc il y a une dimension endogène quand même de terrain, donc, qui aujourd'hui fait partie de l'actualité. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin, pourquoi? Parce que endogène, exogène, ça va définir en fait autre chose. Ça va définir, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les mots comme psychosomatique ou somatopsychique. Ce sont des liens en fait entre l'esprit et le corps. Et il y a des médecines ou des thérapeutiques, souvent alternatives, qui considèrent justement beaucoup de causes endogènes. Alors, pourquoi François Laplantine s'intéresse à ça dans ce livre? Parce qu'il y a une actualité en oncologie, donc en cancérologie, qui existe bel et bien dans les années 80, avec, donc c'est pas les premiers cancers, mais en tout cas c'était plutôt, on en entendait beaucoup parler, et ça fait partie des terrains qui lui ont permis d'écrire ce livre. Et il y a des témoignages dans Anthropologie de la maladie, certains patients atteints de cancer qui vont considérer en fait que le cancer vient d'eux. Et que le cancer ne vient pas seulement du fait que, par exemple, vous fumez ou vous avez été de la pollution ou des choses justement, ou des causes exogènes. Donc, exogène, endogène, dans les années 80, c'est quelque chose d'important. Et c'est toujours le cas. C'est-à-dire que on va voir justement que dans ce livre Anthropologie de la maladie, il est considéré par François Laplantine le fait qu'on parlait déjà des maladies où c'est pratiquement la faute du patient, entre guillemets. Je vais revenir dessus. Donc, modèle additif, modèle soustractif, ce sont des modèles qui sont liés à d'autres métaphysiques, donc d'autres religions, qui font dire justement qu'il y a un effet de... le patient considère que sa maladie, c'est un manque de quelque chose, qu'elle a perdu quelque chose, ou au contraire qu'on lui a ajouté quelque chose. Donc, additif, soustractif. Modèle maléfique, modèle bénéfique. Si je prends le point de vue des patients, ça va être justement de voir si la maladie est quelque chose de négatif ou positif. Si je prends toujours le cancer, personnellement, j'ai eu sur mes terrains, j'ai connu des personnes, et je connais toujours des personnes qui ont eu des cancers ou qui en ont toujours. J'en connais qui sont décédés, et j'ai aussi pas mal d'amis qui sont décédés de cancer. Et par contre, je connais d'autres personnes qui ont fait des rémissions, donc des guérisons, quoi. Ils sont débarrassés de leur cancer. Il y a plein de façons de traiter le cancer. J'ai eu des guérisons miraculeuses aussi, ce qu'on appelle miraculeuses. Guérisons spontanées. C'est écrit, ça c'est les médecins qui vous disent ça. Ils écrivent guérison spontanée. C'est un truc qu'ils ne comprennent pas. Donc il y a des gens qui guérissent. Bref, le cancer, c'est très très complexe. Bénéfique, maléfique. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a un cancer? C'est intéressant de voir que justement, il me semble que c'est... je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ai vu le concept d'épidémie de cancer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le cancer, ça ne se transmet pas. Donc ça existe, on ne peut pas avoir une épidémie de cancer. Par contre, il y a une épidémie de l'idée de cancer qui existe. Et donc là, on tombe un peu dans du psychosomatique. Mais le psychosomatique, il est considéré aussi par les médecins. Par exemple, par les effets qu'on appelle les effets placebo. Le placebo, c'est un traitement très important. C'est pas une blague qu'on fait à un patient. Le placebo, c'est un contrat de confiance, en fait, qu'on crée avec le patient, que le médecin crée avec le patient. Donc, quand un médecin donne un placebo à un malade, c'est pas juste pour lui faire plaisir et lui donner un truc parce qu'il voulait être malade, c'est aussi pour lui donner le courage de guérir, quoi. Le placebo, c'est comment traiter psychologiquement un patient pour qu'il se donne lui-même les armes pour se guérir. Et c'est très 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 important. Pour le cancer, c'est très important aussi. Pour les thérapeutiques que j'étudie en Qigong, il y a comment on appelle ça? C'est un peu la méthode Coé, mais c'est pas que ça, mais des fois ça tend vers ça. C'est positivé. Donc il y a l'histoire d'information dans le Qigong, par exemple, où les
voilà, les pratiquants de Qigong vont faire des auto-guérisons qui est basée sur se donner la bonne information. Et il y a une des bonnes informations, et j'arrête l'anecdote là-dessus, qui s'appelle Haole, et ça veut dire c'est déjà bien, ou c'est déjà bon. Et donc, ils se le répètent. Ils vont le répéter. Ils vont se le dire. Ça fait des groupes de gens qui, quand ils se disent bonjour, quand ils se disent au revoir, ils se disent Haola, Haola. Et c'est pour souhaiter que tout aille bien. Mais dans la grammaire chinoise, quand on met le, ça veut dire c'est comme un participe passé c'est comme un passé composé en fait. C'est déjà fini. Donc ça veut dire que vous êtes déjà bien, tout simplement. Donc voilà pour le placebo. Alors, maléfique, bénéfique, c'est comment le patient il interprète aussi sa maladie. Il se dit voilà, c'est un coup du sort. J'ai un cancer, c'est un coup du sort, c'est terrible, j'ai pas de chance. Ça peut être ça, ou l'inverse, bénéfique en disant j'avais une vie qui allait pas bien, j'avais une vie qui était pas juste, et c'est pour ça que je parle d'épidémie de cancer tout à l'heure, c'est pas moi qui en parle, hein. Il me semble que c'est dans ce livre hein, qu'il en parle. Pourquoi cette épidémie-là? Parce que il y a une différence entre le travail et la vie, pour plein de gens, donc où il y a une coupure, la plupart du temps, entre la vie du travail et la vie de la personne, dans son privé, quoi. Et donc, il y a soit des épidémies, entre guillemets, de l'idée de cancer, soit vous avez aussi beaucoup de dépression ou de burn-out, qui sont des réponses d'une maladie qui devient bénéfique à ce moment-là. Alors, je pense que vous avez compris un peu le principe. Ça me tombe dessus, et soit je prends le message et je rebondis et je guéris et je change des choses dans ma vie, et en changeant des choses dans ma vie, je vais guérir, soit je vais peut-être mourir. Alors, c'est très libre d'interprétation, tout ça. La maladie bénéfique vue comme ça, c'est difficile de parler de la mort de quelqu'un aussi, à un moment donné. On ne peut pas dire la personne est morte d'un cancer, les gens meurent à l'heure de leur mort, quoi. Donc, y a des personnes qui témoignent, d'ailleurs dans ce livre, du fait qu'ils ont préféré leur dernière année de vie ayant un cancer plutôt que les 10 dernières années. Donc, le résultat de certaines pathologies, même si ça mène à la mort, ça reste beaucoup sujet au point de vue et à l'interprétation. Voilà, maladie, roman, société, 20e siècle. Alors là, c'est juste une rubrique, juste. Mais c'est intéressant parce que donc, François Laplantine fait le point sur les représentations du corps et des maladies et des héros dans la littérature du 20e, du 19e jusqu'au 20e, en fait, dans ce chapitre. Et c'est intéressant aussi parce que ça montre que l'anthropologie, et je vous le conseille, on l'a vu avec l'anthropologie du sensible par exemple, on peut s'ouvrir à d'autres choses, donc que ce soit d'autres ethnographies, que ce soit d'autres objets d'observation, d'autres formes d'observation, d'autres sens, mais aussi on peut aller dans la littérature. Et parce que c'est parlant, la fiction est très parlante. Moi, je lis des bouquins contemporains aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez Alain Damasio sur les furtifs. Je lis son bouquin sur les furtifs. C'est excellent au niveau de la dystopie, entre guillemets, qu'il donne dans un futur pas si lointain qu'il imagine. Mais voilà, intellectuellement, je trouve que voilà, c'est des bonnes choses d'aller vers la fiction. Et donc là, Laplantine le fait. Ça permet aussi de faire un état de l'art, justement, en se disant comment on écrit, qu'est-ce qu'on montre, comment on consomme. Et tout ça, ça peut être lié, hein, si vous parlez du corps et de la maladie. Comment aujourd'hui on consomme l'information, on consomme aussi de la maladie. Donc voilà. Modèle exorciste et modèle endorciste. Ah oui, alors bon, bah pareil, hein, exorcisme, adorcisme, vous avez un mal, c'est quelque chose de maléfique qui vous possède, ça c'est l'exorcisme. Vous avez vous faites du channeling, par exemple, je sais pas si vous connaissez, c'est quand les gens vont parler à des anges ou des choses, ben, d'un seul coup, la chose ou l'entité qui possède le patient ou le thérapeute, il est bénéfique. Donc c'est ce qu'on appelle l'adorcisme, c'est adorer, hein. Et il me semble que voilà, il y a des petits exemples là-dessus, du genre
L'exorcisme, c'est un truc qui est en trop, qu'on veut faire sortir, qui est maléfique, donc qui est jugé moralement mauvais. Et l'adorcisme, c'est par exemple un chaman qui va chevaucher une entité ou, je sais pas moi, un animal totem, quelque chose qui va lui permettre de voyager, qui va lui permettre de faire d'autres choses. Tout ça, c'est positif. Le rapport étiologique thérapeutique, ok, c'est intéressant aussi, je pense, parce que vous avez donc les postulats, vous avez donc la métaphysique qui amène justement une façon de traiter le problème vis-à-vis de la vision qu'on a de comment le problème est arrivé. Je reprends le fil conducteur de ce que j'avais écrit. Alors, pourquoi j'ai choisi le livre? Ça, c'est vrai que j'en ai un peu parlé, mais je peux revenir un peu dessus. Pourquoi j'ai choisi le livre? C'est l'ouvrage scientifique le plus clair que j'ai lu sur la santé en anthropologie. C'est toujours le cas. S'il est considéré comme dépassé du point de vue paradigmatique par François Laplantine lui-même, il me semble, cela reste un socle stable pour une catégorisation des terrains de santé, de maladies et de médecine en anthropologie toujours. Ça, c'est une vraie raison. Hein. C'est une vraie raison de pourquoi je continue à lire ce livre et comment je suis arrivé à ce livre. Donc si vous ne connaissez pas le milieu médical, le jargon scientifique des sciences humaines et philosophiques à propos de la santé, je vous le conseille. Si l'ethnologie n'est pas la science sociale du point de vue de l'observateur, comme le dit Lévi-Strauss, elle n'est pas non plus la science sociale du point de vue de l'observé, et ne saurait donc consister dans la désignation redondante de ce qui est perçu par les acteurs sociaux, soignants et soignés, thérapeutes diplômés et non diplômés, d'une société à un moment de son histoire. Les modèles que nous allons proposer doivent être pris pour ce qu'ils sont. Des hypothèses de la recherche élaborées à partir d'une rupture épistémologique par rapport à ce qui est vécu, et qui ne peuvent donc se substituer à la réalité empirique, puisqu'elles ont précisément pour but de penser cette dernière, et en particulier de mettre en évidence ce qu'elle ne dit pas. Si on reprend observateur, observé et anthropologue, il se passe plusieurs trucs. On comprend donc qu'on ne peut pas aller sur un terrain, juste aller sur un terrain comme ça. On ne peut pas observer quelque chose en étant une sorte de néophyte de ce qu'on va observer, surtout par rapport à la médecine. Ce qu'il faut, à mon avis, comprendre de ce qui a été dit là dans cette citation, les modèles permettent en fait de théoriser et donc d'avoir un avis intelligent, entre guillemets, sur ce qu'on observe. Et ça demande d'avoir des objectifs aussi. Donc, la question, je la donne en ouverture sur ma conclusion justement de ce cours, mais la question c'est pourquoi on va sur un terrain. Et dans les terrains de la maladie, ou de la santé, etc., ce qui est mon cas, ce qui est le cas de mes terrains, c'est le cas depuis pratiquement le début en fait, j'ai toujours été assez intéressé par la thérapeutique. Ce qu'on fait en tant qu'anthropologue, ça va être de comprendre ce qui se passe, de comprendre les réalités du terrain. Et donc, ce qu'il explique là sur créer des modèles, à mon avis, c'est donc on n'est pas juste des témoins de comment ça fonctionne dans un hôpital ou de comment un thérapeute en thérapie alternative va faire des miracles ou pas, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. C'est pas le plus intéressant en fait. On n'est pas anthropologue pour dire ce genre de choses, pour dire voilà, pour constater que par exemple une thérapeutique fonctionne. C'est pas ça permet quand même d'y voir un peu plus clair de dire ça. C'est plutôt de comprendre qu'il y a le corps, en fait, la perception du corps, la représentation du corps, à travers les maladies ou à travers la santé. Qu'est-ce qu'on appelle la santé aussi? Il faut le définir. C'est la normalité du corps, hein, c'est comment il fonctionne bien. Tout ça sont des questions qu'il faut théoriser. Ça permet, à mon avis, l'écriture anthropologique sur ce genre de choses permet de faire comprendre des contextes qui sont liés à de la maladie, pour comprendre aussi les objectifs de certains thérapeutes, comprendre aussi quels sont les mouvements en fait du patient vers le thérapeute et tout ce qui est autour des épidémies, les réactions aussi des gens. Voilà, si vous comprenez, si vous créez des modèles comme l'a fait François Laplantine, aucun modèle n'est juste, parce que tous les modèles dont il parle là, pour essayer de comprendre en fait différentes situations de terrain, il n'y en a aucune qui existe à 100%. Donc ça sera toujours des mix de modèles et on peut pas définir en fait tel type de patient, tel type de maladie, tel type de médecine, etc. C'est pas possible. Mais
on peut au moins essayer d'éclairer un petit peu ce genre de choses. Et donc ça, c'est le point de vue, c'est le travail de l'anthropologue. C'est faire en sorte que donc la réalité empirique, comme il l'a écrit lui, soit prise en compte, que l'épistémologie aussi des médecines soit prise en compte. C'est-à-dire si vous parlez de la médecine ontologique, il faut comprendre comment cette médecine fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'il faut être médecin, mais il faut quand même comprendre le paradigme dans lequel les médecins évoluent. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut adhérer à ce paradigme, même si c'est soi-disant le plus scientifique de tous. C'est pas le rôle non plus de l'anthropologue. Il n'y a pas une bonne médecine contre une mauvaise médecine. Il y a plein de choses. Voilà, ce sont des phénomènes sociaux. Et de ce point de vue-là, nous, quand je dis nous, c'est donc les anthropologues, on ne va pas imposer un jugement de valeur là-dessus. Ça demande vraiment un décentrement. Je pense qu'il en parle juste après. Donc, je continue. Le caractère métaculturel des modèles étiologico-thérapeutiques. Ça commence bien. Alors, métaculturel, c'est pas très compliqué à comprendre comme mot. Donc, métaculturel, ça veut dire au-delà. Ah, c'est du grec, c'est aussi simple que ça. Donc, métaphysique, c'est au-delà de la physique. Bon, métaphysique, c'est plus compliqué, mais physique, ça veut dire nature hein, en grec. Donc, c'est juste au-delà de ce qu'on observe dans la nature. Et donc, ça définit les religions, les croyances. Métaculturel, c'est au-delà des cultures. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Hein. Si vous prenez le mot, en le définissant, c'est sortir des cultures. À la recherche de modèles de base résolument métaculturels et pouvant être repérés dans n'importe quelle société sous forme de variations originales actualisées ou de potentialités refoulées. La plus mauvaise méthode et la meilleure manière de se tromper consisterait à projeter à l'extérieur de notre horizon historico-culturel les lignes de force empiriques liées à notre tradition médicale savante. Notre métier d'ethnologue nous prépare à une telle tâche. Il nous permet notamment de prendre de la distance par rapport à cette forme de médecine, la médecine scientifique, ou biomédecine aujourd'hui qui nous est si familière. En tant qu'ethnologue, il faut être capable de le regarder de plus loin. Ce sont les combinaisons réalisées entre ces termes qui sont toujours constants, qui nous permettent de repérer 4 groupes de modèles étiologiques et 4 groupes de modèles thérapeutiques, s'organisant respectivement par paires contrastées. On est dans l'anthropologie structurale, donc on voit bien la patte du structuralisme à travers ces comparaisons justement, ce contraste et ces mises en comparaison justement, en opposition, différentes étiologies et différentes thérapeutiques. Donc encore une fois, le constat étant que vous avez certaines étiologies qui considèrent surtout le milieu, donc exogène, plutôt que la constitution du sujet, qui est donc le terrain, donc endogène, ou l'inverse. C'est-à-dire que vous avez d'autres thérapeutiques qui souvent disent que tout vient de la constitution du sujet ou de causes du coup endogènes, et que le milieu n'y est pour rien. Alors, petite extrapolation de tout ça, je dirais simplement, par exemple en médecine chinoise, il y a des visions qui sont beaucoup plus liées à l'endogène et donc à la constitution du sujet et donc au terrain, plutôt que simplement la maladie c'est un virus, la maladie c'est une bactérie ou quelque chose, un microbe qui vient détruire le corps en fait. Donc de ce point de vue-là, l'étiologie comme elle considère qu'il faut que le terrain soit faible pour qu'il puisse attraper une maladie, en général, le médecin chinois, il va faire en sorte que le patient ait un bon terrain. D'où l'emploi de Qigong, par exemple, dans le taoïsme. Alors, ça, c'est la base de la médecine chinoise. C'est-à-dire avoir un médecin qui n'a que des patients en bonne santé. C'est loin de la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les patients qui viennent voir un médecin chinois viennent avec une maladie, viennent avec une pathologie. Ça ne veut pas dire que la médecine chinoise n'est pas une médecine d'urgence, ne peut pas guérir une pathologie. Elle peut guérir une pathologie, elle a des emplois qui permettent, et à ce moment-là, ça va être justement, sur le modèle excitatif contre le modèle sédatif, il y a des moyens excitatifs dans la médecine chinoise de renforcer justement le terrain directement, permettant aux patients de se débarrasser d'une maladie, d'avoir plus d'énergie en fait.
Et souvent, ça peut passer par l'acupuncture, ça peut passer par le massage, donc dans le tuina, etc. Sous le schéma d'une métaphysique particulière qui est celle des méridiens, du chi et de la circulation d'une énergie, entre guillemets, dans le corps. Mais on peut prendre les modèles, justement, étiologiques et thérapeutiques, ici créés ou mis en évidence, en tout cas, par François Laplantine, pour comprendre comment fonctionnent, en fait, ces médecines. Et donc, pour la médecine chinoise, c'est ça. Vous avez une focalisation de terrain, plus que du milieu. Et un médecin chinois vous dira, si vous avez un terrain solide, vous n'aurez aucune séquelle, entre guillemets, si vous attrapez le virus, par exemple le coronavirus. J'extrapole, hein. Attention, je ne dis pas que c'est pas magique, etc. Faut pas le prendre comme une croyance, mais on peut comprendre justement qu'avec les modèles, on puisse intégrer intellectuellement que certaines personnes ne puissent rien craindre de certains virus ou de certains microbes. En tout cas, c'est une façon de considérer certaines médecines. Ensuite, c'est essentiellement dans le prolongement de la démarche méthodologique ouverte par l'anthropologie structurale que nous envisageons une entreprise de modélisation des représentations de la morbidité et de la santé. Donc j'ai fait un petit saut là dans la citation. Un modèle étiologique ou un modèle thérapeutique ou encore un modèle étiologico-thérapeutique est une matrice qui consiste dans une certaine combinaison de rapports de sens et qui commande, le plus souvent, à l'insu des acteurs sociaux, des solutions originales, distinctes et irréductibles pour répondre aux problèmes de la maladie. Donc, bon, tout ça, c'est toujours comment on traite l'information, comment on analyse l'information du terrain, en passant par des modèles. Les modèles, encore une fois, ce sont des jalons, ce sont un petit peu des phares dans la progression théorique de l'écriture de l'ethnologue. Ça permet en fait de prendre des points de vue, ça permet d'analyser, de mettre des catégories qui permettent un petit peu d'y voir un peu plus clair. Ce qui pour moi, entre guillemets, c'est à la fois une limite dans l'anthropologie structurale et le bien fondement de l'anthropologie structurale. Donc c'est un peu bizarre, mais comme il n'y a aucune vérité, il n'y a aucun modèle qui existe, enfin qui donne une vérité, ça fait que tous les modèles sont faux, mais en même temps, si on n'a pas de modèle, on ne peut pas parler de ce qu'on observe. Donc c'est un peu le paradoxe, mais en même temps, il faut juste comprendre que ce sont des outils. Et les outils ne donnent pas de vérité. Les outils permettent simplement de parler de la réalité. Alors, je continue un petit peu plus loin. Ainsi, les comportements et les sensibilités médicales que l'on rencontre dans les sociétés extra-européennes peuvent être utilisés comme de véritables révélateurs de nos propres comportements et de notre propre sensibilité. Donc là, c'est extrapoler donc, le milieu médical, le milieu de la santé, dans quelque chose de plus large. Alors, Myrtille, et du coup, comment voir le placebo dans la médecine générale, comme se centrant sur le terrain plutôt que le milieu, comme en médecine chinoise par exemple. Alors, c'est une question qui demande du terrain, je pense. Alors, ce qui a amené pas mal de psychiatres à développer justement des théories, une épistémologie qui tourne autour du placebo. La psychiatrie, ça reste un domaine assez ouvert justement par rapport à comment on va traiter le patient et qui considère effectivement, un peu comme la médecine chinoise, qu'il y aurait des terrains psychologiques. Donc la confiance et la relation Là, on est dans de la médecine relationnelle, hein, vous avez vu le modèle relationnel. La psychiatrie serait... le placebo, il est souvent utilisé dans la psychiatrie. Hein. Il est beaucoup plus utilisé en psychiatrie que dans la médecine biomédicale qui traite des pathologies somatiques du corps. Donc là, on est plus dans du traitement psychologique. Il n'empêche que le psychologique, il influence le somatique, et donc le somatique, le psychologique. Et donc il y a des patients en psychiatrie qui peuvent partir d'un problème psychologique et créer d'autres problèmes plus graves après dans le corps. Donc le placebo dans tout ça, c'est comme la relation de confiance que le médecin, dans une médecine dite relationnelle, va créer avec le patient. Et à un moment donné, il est admis en fait, enfin vous savez peut-être pas en fait, mais dans les écoles de médecine, on parle des
80%, hein, attention, 80% du taux de réussite, de la réussite d'une thérapie passe par convaincre le patient, en fait, que cette thérapie est bonne pour lui. Donc là, on est un petit peu hors du placebo, mais faut quand même comprendre, 80% des résultats positifs d'une thérapeutique viennent de la confiance qu'on a là-dedans. Donc ça veut dire que 80%, ça vient de la personne qui est traitée. Et donc là, on peut placer le placebo quelque part, justement. Il faut absolument que le patient soit positif pour peu importe le traitement. Vous allez en chimiothérapie, par exemple, vous savez que ça va vous bousiller plein de choses. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur, et ça se comprend. Aller faire de la radiothérapie ou des choses comme ça, enfin, je veux dire, le corps, il ramasse presque. On a presque l'impression, en fait, que les personnes atteintes de cancer sont plus touchées par leur thérapie que par le cancer en lui-même, le cancer étant soi-disant invisible. C'est pas tout à fait vrai, hein. On a des anthropologues à Lyon 2 qui sont allés voir justement dans d'autres pays où il était traité des cancers sans chimiothérapie et radiothérapie. C'est terrible. Les cancers deviennent énormes, ça déforme complètement les patients, etc. Donc, pour pouvoir faire ce genre de thérapie, il faut être motivé. Il faut vraiment être motivé. Donc après, ça, il faut le recouper avec des expériences de terrain, voir les gens, comprendre que, voilà, moi, par exemple, j'ai un ami qui a survécu à un cancer musculaire qui était au niveau des abdominaux. Aujourd'hui, il n'a plus d'abdominaux, mais on lui avait dit, ce genre de cancer, il a 80% de chances de revenir. Et en plus, je ne me souviens plus combien il y avait de pourcents de chances qu'il puisse en réchapper, mais c'était minime. Sauf que je connais bien cette personne, c'est un bon ami, et c'est quelqu'un qui a une très 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 grande détermination. Et d'après lui, et moi, d'après moi, comment je le connais, je pense que c'est beaucoup passé par là. Donc voilà, j'espère que je réponds à la question. Conclusion à propos de l'anthropologie de la maladie. Conclusion à propos de l'anthropologie de la maladie, quels sont les terrains que nous approchons pendant nos observations d'anthropologie de la maladie? Première question. Donc, j'ai moi-même traité de ces sujets durant mes recherches de master et toujours aujourd'hui dans mes recherches doctorales. Ma position devait tenir compte le plus souvent de plusieurs points de vue différents, ceux des praticiens, médecins ou thérapeutes, ceux des patients et ceux des différentes médecines, pratiques, thérapeutiques, etc. Pour reprendre ce que dit François Laplantine dans cet ouvrage, donc si l'ethnologie n'est pas la science sociale du point de vue de l'observateur, comme le dit Lévi-Strauss, elle n'est pas non plus la science sociale du point de vue de l'observé, il ne saurait donc consister dans la désignation redondante de ce qui est perçu par les acteurs sociaux, soignants, soignés, thérapeutes, diplômés et non diplômés, d'une société à un moment de son histoire. Donc, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. S'intéresser à une médecine, attention avec le mot médecine déjà, ce que je vous l'ai déjà dit un peu avant, c'est s'intéresser à une certaine métaphysique aussi. Ce qui veut dire croyance, réalité vécue, ou comment une certaine réalité est-elle perçue. Ce sont les représentations. Donc, et là j'ai écrit plus rien, je vais mettre un point, voilà, comme ça c'est fini. L'anthropologie de la maladie, c'est une anthropologie comme n'importe quelle autre anthropologie. Sauf que, en réalité, comme il y a des phénomènes sociaux totaux, d'après Mauss par exemple, il y a aussi des champs d'anthropologie totaux. Et c'est pas mal le cas de l'anthropologie de la maladie. Si vous traitez de la santé, de la maladie, vous allez traiter d'énormément de choses aussi. C'est ce que disait tout à l'heure justement Laplantine sur le fait de prendre du recul et de chercher des points communs en fait. Il faut aller chercher, prendre du recul sur ce qui se passe sur le terrain de la maladie. Il faut prendre en considération tout le reste, les habitudes de vie, le quotidien, comment les gens mangent. Si je prends la Chine, si je prends le Qigong par exemple, petit exemple, j'étais ami en Chine avec un des enseignants de Qigong et j'allais souvent chez lui. Et j'y allais avec ma compagne. Quand on y allait, on y restait quelques jours, des fois une semaine, des fois 2 semaines. On était vraiment accueillis. Et la première fois que je suis arrivé en Chine, je suis même resté 3 semaines chez lui. C'était très intéressant. Alors là, on est dans l'anthropologie un peu trahison, c'est-à-dire parler de la relation amicale ou parler
du quotidien de quelqu'un, donc dans sa vie privée. Mais c'est important. Malheureusement, c'est là où on a énormément de données. Énormément de données. Donc, le Qigong, il soigne. Il ne fait pas que soigner. Mais comment, dans son quotidien, lui, dans sa famille, est-ce que les gens dans sa famille, ils vont pratiquer le Qigong? Est-ce qu'ils vont pas pratiquer? Comment ils vont voir son statut à lui, qui est un peu particulier en tant que Chinois? Parce que le Qigong, il a été sali par des idées de mauvais Qigong, soi-disant, par l'État chinois. Et donc tout ça, voilà, ça fait partie de l'anthropologie de la maladie. Comment ces gens-là, ils vont soigner? La grand-mère, par exemple, dans cette famille, elle s'est mise au Qigong quand elle a commencé à plus voir. Elle a commencé à avoir la cataracte. Donc, au lieu d'aller voir le médecin, sachant que voilà, ce sont des opérations qui peuvent ne pas réussir, la grand-mère a commencé, en fait, à pratiquer pour garder la vue. Elle avait peur de perdre la vue. Mais avant, elle ne faisait pas vraiment confiance au Qigong de son gendre. C'était pas sa mère, hein, en fait, c'était la mère de sa femme. Et donc j'ai vu en 2 ans comment la grand-mère est passée de quelqu'un qui sait pas trop, qui se rend compte que son gendre il fait de l'argent et qu'il a une bonne situation, mais qui s'intéressait pas plus que ça au Qigong, qui en fait s'est intéressée au Qigong quand elle a eu des problèmes de santé. Mais c'est un tout. C'est un tout, parce que c'est pas juste, elle a eu des problèmes de santé, donc elle a commencé à écouter son gendre. Non, c'est moi je suis, entre guillemets, hein, je vais dire blanc, français, je suis allé en Chine, et ils ont tous vu dans la famille de mon ami que j'avais beaucoup de respect pour mon ami, parce qu'il est enseignant de Qigong, etc. Et donc cet homme a un statut social différent en Occident, entre guillemets, que en Chine. Il est vraiment posé en haut, quoi, pour plein de gens. Et parce qu'il aide des gens, parce qu'il il leur apprend des choses, etc. Même si il l'appelait Lao-She, c'est-à-dire enseignant en chinois. Mais bon, ça n'empêche pas que la phrase hein, nul n'est prophète en son pays ou en sa famille, lui, il avait beaucoup de mal à se faire un peu respecter par rapport à son statut en Chine d'enseignant de Qigong. Et le fait que j'arrive, j'ai vu que ça a changé des rapports. Parce que déjà, j'arrivais en tant que pratiquant de Qigong. Et ça faisait bizarre. Ah bon, tu pratiques? Ouais, ouais. Ah, tu pratiques plus que les Chinois. Ah, et donc, voilà, c'est des choses comme ça qu'on peut voir. Et je viens de l'extérieur, donc j'ai un autre point de vue. Je pense que ça a pas mal influencé. Ensuite, la grand-mère, quand elle a eu son problème aux yeux, quand elle a demandé de l'aide à son gendre, il lui a dit, regarde, ton problème, je connais quelqu'un qui l'a réglé avec le Qigong. J'ai son numéro de téléphone, si tu veux, je te le donne, tu peux l'appeler. La grand-mère, elle a appelé la personne en question, qui lui a expliqué qui était son gendre, ou qu'est-ce qu'il avait fait pour la personne, etc. Donc voilà, on parle de l'anthropologie de la maladie, ça donne pas forcément envie, quoi. Oh, on va traiter de la maladie, on va traiter de la santé, c'est des terrains qui sont pas si excitants que ça, parce que on parle de mort, on parle de choses morbides, justement. On parle aussi de bonnes choses, c'est-à-dire dans le sens où ça soigne. Il y a des thérapeutiques qui soignent, il y a des expériences très positives aussi. Mais voilà, il faut comprendre que l'anthropologie de la maladie est beaucoup plus large que ça.